Donc, on va faire cette conférence en deux parties. Une rapide présentation que j'ai concoctée pour vous sur justement comment professionnaliser sa démarche de networking. Et ensuite, laisser beaucoup de place aux questions, puisqu'il y a énormément de questions qui sont arrivées sur les téléscripteurs. Et on va essayer évidemment de répondre à un maximum de ces questions. Donc ma présentation, elle va être assez courte et vraiment, on va revisiter ensemble rapidement les fondamentaux du networking. Alors, première chose, et hop là, attendez, j'arrive. Alors, le réseau. Le réseau, beaucoup de gens parlent de réseau, de networking, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau, déjà, et c'est mon introduction, c'est que c'est pas facile, parce que c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre éducation. On nous a appris plein de choses, à pas parler à table, à pas parler à des inconnus, à pas demander, à attendre d'avoir ce qu'on mérite. Et en fait, le réseau, c'est tout le contraire. Pendant nos études, qu'elles soient collège, lycée, université, école de commerce, école d'ingénieur, etc. Il n'y a quasiment pas de cours sur le réseau. Donc le réseau, on l'apprend souvent sur le tas et sur le tard. Autre chose après, c'est que le réseau lui-même n'a pas forcément bonne réputation parce que le réseau est souvent associé à des connotations négatives, type réseau de la drogue, réseau de la prostitution, réseau mafieux. Donc déjà, on part avec un handicap par rapport à ce mot réseau. Alors, le réseau aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses, puisque ça sert évidemment à trouver un bon job, je reviendrai dessus, ça sert à assurer, à piloter, à optimiser une carrière, et évidemment, ça sert aussi pour des consultants ou pour des commerciaux à développer leur business. Alors, maintenant, les fondamentaux du réseau rapidement. D'abord, il faut comprendre que le réseau fonctionne sur la confiance. Les gens vont vous donner des contacts, vont vous dire de contacter des personnes de leur part si ces personnes ont confiance en vous. Vous-même, vous allez contacter des inconnus, puisque le réseau consiste à un moment à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, de la part de gens en qui vous avez confiance, et vous allez donc faire confiance au connecteur pour contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas, et cette personne ne va vous recevoir que parce qu'elle fait confiance au connecteur. Et à l'issue de l'entretien réseau que vous aurez avec cette personne qui accepte de vous recevoir, cette personne en question ne vous donnera des contacts à la fin que si vous avez développé pendant les 3/4 d'heure ou l'heure que vous allez passer avec elle, une relation de confiance. Donc la confiance, elle est au cœur du réseau. Ensuite, le réseau, en France, est vraiment une activité qui se fait de professionnel à professionnel, c'est-à-dire que ce soit pour rechercher un job, pour assurer sa carrière ou l'optimiser, ou pour développer du business, il est bien évidemment beaucoup plus simple de faire ça de professionnel à professionnel et de ne pas mélanger la famille ou les amis intimes. Tout ce qui est famille et amis intimes, on appelle ça les liens forts. Et en fait, les liens forts ne sont pas d'une très grande aide dans votre réseautage professionnel. Il faut plutôt compter sur les liens faibles, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on connaît un peu et qui nous connaissent un peu dans notre univers professionnel, ou toutes les personnes qu'on ne connaît pas encore et que l'on va rencontrer grâce à des connecteurs, grâce à notre réseau de niveau 1. Troisième point important, c'est que le réseau, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc dans le réseau, je donne et je reçois. Mais pour recevoir, il faut donner. Il faut donner en général, et puis dès qu'on a une posture réseau, prêt à donner, on a tendance plutôt à recevoir. Alors, quand moi, par exemple, je suis en recherche d'emploi et que je viens vous voir, vous qui êtes en poste, évidemment, vous allez me donner des choses et je vais recevoir un certain nombre de choses. Je vais d'abord recevoir, enfin, vous allez me donner d'abord un rendez-vous, vous allez me donner du temps, vous allez me donner de l'attention, vous allez me donner des conseils, vous allez me donner de l'information, et à la fin du rendez-vous, si le rendez-vous se passe bien, vous allez me donner des contacts. Moi, en échange, moi qui suis en recherche d'emploi, qui suis en transition de carrière, en repositionnement professionnel, qu'est-ce que je vous donne? Et ça, c'est le point très très important qu'il faut retenir dans le réseau.
Vous allez me recevoir au début, ça ne vous fait pas forcément plaisir, mais vous êtes obligé de me recevoir parce que je viens de la part de quelqu'un que vous connaissez. Et pendant l'entretien, vous allez voir que je vous donne quelque chose de très très intéressant, c'est que je vous donne le plaisir de rendre service. Je vous donne le plaisir de vous valoriser par rapport à quelqu'un qui s'intéresse à votre univers. Et in fine, quand vous me recevez, moi qui suis en réseau, vous allez sans doute 9 fois sur 10, 8 fois sur 10 passer un très bon moment de valorisation, d'aide, puisque vous allez m'aider. Et à la fin de l'entretien, vous avez, parce qu'on a développé une bonne relation, vous avez très très envie que ça marche pour moi, que mon projet aboutisse, quel qu'il soit, et c'est là que vous allez me donner des contacts. Donc c'est très important de comprendre que même si vous me donnez beaucoup, moi je peux vous donner des choses extrêmement intéressantes en échange. Pour que le réseau fonctionne, il faut avoir un objectif. Ne faites pas de réseau sans objectif, sans un projet, sans vraiment savoir ce que vous cherchez. Sinon, vous allez faire du réseau salon de thé, vous allez faire perdre du temps à vous-même et à la personne qui vous reçoit. Donc c'est un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de recherche d'emploi, ça peut être un projet de développement personnel au sein d'une société. Je fais du réseau en interne pour partir en expatriation, pour changer de métier au sein du groupe dans lequel je travaille, ou alors pour simplement monter vis-à-vis de la hiérarchie. Il faut avoir un projet, il faut aussi avoir des cibles. Le réseau est une activité non pas réactive, mais proactive. Donc, pour que le réseau fonctionne, il faut que je cible soit des sociétés, soit un secteur, soit des personnes. Mais en tout cas, le réseau, là encore, c'est pas du salon de thé, c'est pas aller dans des bars ou dans des soirées de networking et de n'avoir aucune cible. À un moment, les personnes en face de moi ont besoin de connaître mon projet, de connaître mes cibles. Le réseau, c'est aussi, ça consiste à sortir de son réseau proche. Sortir de son réseau proche, c'est-à-dire que le bon réseau, c'est d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, de la part de gens qu'on connaît, mais de ne pas se cantonner, à son réseau de niveau 1. Il faut à un moment aller rencontrer des gens dans le réseau 2, le réseau de niveau 3, le réseau de niveau 4, et ça c'est très très important, parce que c'est là où vont se trouver les opportunités. Pour, évidemment, sortir de son réseau de niveau 1, il faut utiliser l'arme absolue qui est la recommandation. Quand vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas de la part de quelqu'un que vous connaissez, vous êtes dans un appel chaud, donc vous avez 9 chances sur 10 d'être reçu, alors que quand vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas de la part de personne, vous êtes en appel froid, vous avez 1 chance sur 10 d'être reçu. Cela fait toute la différence. Le réseau consiste aussi à demander. Et demander consiste à savoir demander quoi. Vous pouvez tout demander au réseau. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander de l'information, vous pouvez demander la vision de la personne qui vous reçoit sur un secteur ou sur un univers. Vous pouvez tout demander sauf un job. Donc très important dans le réseau, quand vous êtes en recherche d'emploi, de demander quelque chose que la personne en face peut vous donner. Et sans doute même, on va aller plus loin, quelque chose qu'elle aura du plaisir à vous donner. Évidemment, dans le réseau, il faut maîtriser un certain nombre de techniques. La première des techniques, parmi d'autres, c'est le pitch. Donc il faut savoir se présenter en 10 secondes, en 20 secondes, en 30 secondes, en 1 minute, en 2 minutes, en fonction des circonstances et en fonction de l'interlocuteur. Le pitch, le conseil que je vous donne, c'est de l'écrire, de le répéter et de le tester avec des personnes autour d'eux. Donc, en recherche d'emploi, le réseau, il est fondamental parce qu'en France, on est sur un marché visqueux, on n'est pas sur un marché fluide, on est sur un marché de l'emploi qui est compliqué. Et on considère qu'en fonction de votre âge, en fonction de votre expérience, etc., le réseau, c'est entre 60% et 90% de chances de trouver votre prochain bon job. Donc, une recherche d'emploi sans réseau aujourd'hui, ce serait vraiment comme descendre dans le Midi en empruntant les départementales au lieu d'emprunter l'autoroute. C'est très important aussi en interne parce que beaucoup de gens développent le syndrome du bon élève qui consiste à penser que pour progresser dans la hiérarchie ou par rapport à un objectif qu'on a en interne dans une société, il suffit de bien travailler.
Le bon élève pense qu'en travaillant bien, il va aboutir à son objectif. Ce n'est pas la réalité. En fait, si vous voulez réussir une carrière, quelle qu'elle soit, non seulement il faut correctement travailler, mais surtout il faut développer les bons réseaux, les bons contacts, les bons appuis, les bons supports. Et pour ça, on est dans une démarche réseau qui consiste à aider aussi les autres, à se mettre en relation avec les autres, à s'intéresser aux autres et à s'entraider justement pour que chacun atteigne son objectif. Le réseau, c'est aussi très important en externe parce que vous soyez dans une grande société ou une petite société, ça se passe bien pour vous, pensez toujours au job d'après, à votre carrière future. Et pour ça, il faut rester connecté avec l'extérieur et pas rentrer, ne pas être dans le nez dans le guidon dans votre job actuel et ne voir que vos proches collaborateurs et vos quelques clients et oublier que la vie continue en externe. Donc, même si vous êtes en poste, continuez à sortir, formez-vous, allez dans des conférences, rencontrez des gens, déjeunez avec des anciens clients, avec des anciens fournisseurs et des anciens collègues. Le réseau aussi, c'est très important pour développer du business. Si on prend l'exemple du consultant, la personne qui, au bout d'un certain temps, veut se lancer dans le consulting, il est clair que aujourd'hui, pour réussir à développer du business, il faut absolument qu'elle développe une compétence réseau et que justement, elle arrive à faire en sorte que l'essentiel de son business vienne plutôt par le réseau que par une démarche commerciale froide, c'est-à-dire du démarchage direct, ce qui est toujours assez pénible, ce que les gens quelquefois essayent de faire et souvent n'arrivent pas à réussir. Donc très important pour développer du business en tant que consultant ou en tant que commercial, de s'appuyer sur la démarche réseau. Évidemment, un autre point essentiel du réseau, c'est que le réseau, il ne faut pas simplement s'en servir quand on en a besoin, il faut aussi l'entretenir sur la durée. Et l'entretenir, c'est respecter un certain nombre de règles de politesse et de faire en sorte que les gens que vous avez rencontrés restent au courant de ce qui vous arrive. Donc, premier réflexe, toujours remercier par un mail après un entretien réseau. La personne qui vous a reçu vous a donné des contacts, et bien il faut le tenir au courant des contacts justement que vous avez utilisés et donc des personnes qui vous ont reçu grâce à ce connecteur initial. Et puis régulièrement donner des nouvelles à votre réseau et prendre des nouvelles de votre réseau. Donc le réseau, ça demande d'y consacrer un minimum de temps par semaine. Quand on est en poste, c'est à peu près 2 heures. Et puis quand on est hors poste, évidemment, là, comme on va se servir beaucoup de son réseau pour sa recherche d'emploi, on peut y consacrer beaucoup plus de temps. Le réseau, c'est aujourd'hui un outil aussi sur lequel vous pouvez vous appuyer, et on reviendra dessus dans les questions, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, c'est l'outil absolument indispensable pour développer son réseau, pour faciliter et accélérer le réseautage. Alors LinkedIn, attention, LinkedIn lui-même n'est pas 100% du réseau. LinkedIn, il faut savoir qu'une poignée de clics ne remplace pas une poignée de main. À un moment, il faut rencontrer vos interlocuteurs physiquement. Et donc, c'est important simplement de comprendre que ce réseau social sur Internet, qui est maintenant le réseau qu'il faut utiliser en priorité, est un accélérateur et un facilitateur de réseau, mais il ne remplace pas la rencontre physique. Le réseau consiste aussi à s'organiser parce que c'est une activité chronophage qui demande de l'organisation. Donc, il faut avoir un certain nombre d'outils sur lesquels on reviendra dans les questions. Et surtout, il faut avoir un peu de discipline. Parce que si on commence à faire du réseau et qu'on prend des notes sur des feuilles volantes, à un moment, il va y avoir beaucoup de perte d'informations et on ne va pas être très, très efficace. Je reviendrai sur un outil avec un certain nombre de professionnels, on a mis au point sur la recherche d'emploi qui s'appelle Job Finder et qui peut vous aider dans votre démarche réseau en recherche d'emploi. Quelques conseils pour conclure. Le réseau, il faut savoir que ça fonctionne sur la durée. Donc, c'est pas un outil qui fonctionne à court terme. Quelqu'un qui fait 15 jours de réseautage et qui attend des résultats immédiats risque d'être très déçu. Donc, le réseau est un outil à moyen et à long terme et c'est la persévérance qui crée le succès. Dans le réseau, attention, vous pouvez tomber sur des gens toxiques, des gens qui vont vous expliquer que votre projet ne fonctionnera jamais, que eux-mêmes, ça n'a pas fonctionné pour eux, que de toute manière, la France est foutue, qu'on va tous crever, etc. Alors, ceux-là,
repérez-les vite parce qu'il faut les éviter et courir très très loin pour faire en sorte qu'ils ne vous intoxiquent pas. J'ai fini, donc vous avez compris qu'aujourd'hui vous avez le choix entre networking ou not working, donc c'est à vous ensuite de faire le choix. Et puis ce que je vous propose, c'est de démarrer dès maintenant les questions. Merci beaucoup Hervé Baumler. J'ai beaucoup de questions qui arrivent. La première que je vais vous poser, ça va être sur l'impact du numérique. Quels réseaux sociaux aujourd'hui? LinkedIn, Viadeo, d'autres? Alors, très clairement, aujourd'hui, c'est LinkedIn. Viadeo est en perte de vitesse. Alors, pour des gens qui sont sur Viadeo, qui aiment bien Viadeo, évidemment, il faut continuer Viadeo, pourquoi pas. Mais le réseau aujourd'hui qui a pris le leadership, c'est clairement LinkedIn. D'accord. Est-ce que ça a du sens de rentrer en contact sur LinkedIn avant une rencontre physique? Alors, oui, ça a du sens. Pourquoi? Parce que si je vous téléphone et que vous acceptez de me recevoir, et que j'ai évidemment comme objectif non seulement de récolter de l'information et des conseils, mais j'ai aussi l'objectif à la fin de la réunion de récolter des contacts pour pouvoir continuer ma démarche réseau. Le fait de me mettre en contact avec vous sur LinkedIn et que vous acceptiez cette mise en contact me permet, moi, d'aller regarder votre carnet d'adresses sur LinkedIn si vous ne l'avez pas fermé, et la plupart des gens ne le ferment pas. Et donc, avant notre rendez-vous sur LinkedIn qui a lieu aujourd'hui à 17 heures, je vais me précipiter sur votre profil et aller regarder tout votre carnet d'adresses. Ça va me prendre un peu de temps. Et je vais repérer dans votre carnet d'adresses que vous connaissez des gens qui sont bien placés dans des sociétés que j'ai ciblées. Et ben, grâce à LinkedIn, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, je vais être beaucoup plus efficace dans ma recherche de contacts. Alors justement, sur le choix des contacts, comment est-ce qu'on recherche de manière efficace les contacts de non-contacts qui peuvent nous intéresser? Eh ben, le plus simple, c'est déjà d'avoir des cibles. Donc, si mes cibles, on va dire, c'est Arkema, Rosia, Total, des sociétés comme ça, je fais une recherche sur LinkedIn en tapant dans l'outil de recherche Arkema plus, par exemple, direction. Et LinkedIn va me sortir tous les gens qui ont dans leur mot-clé ou dans leur profil LinkedIn Arkema et direction. Et donc, je vais avoir, par exemple, une vingtaine de profils qui vont s'afficher. Et je vais voir que dans cette vingtaine de profils, il y en a peut-être 5 dont les personnes qui s'affichent sont à 2 contacts de moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je repère ces 5 personnes-là et je vois qui peut me mettre en contact avec ces 5 personnes. Et à ce moment-là, je vais appeler ou je vais envoyer un mail à ces 5 personnes en disant « J'ai vu que tu connaissais Monsieur Intel, ça m'intéresserait de le rencontrer, est-ce qu'on peut en parler ?» Donc là, ce que vous dites là, il faut privilégier la qualité, la recherche de la qualité plutôt que la quantité. Alors, C'est ça? sur LinkedIn, il faut avoir un minimum de quantité parce que plus on est connecté à des gens, plus il y a des opportunités justement pour aller adresser ou aller rencontrer des gens de niveau 2, niveau 3. C'est mathématique, hein. Si je suis connecté qu'à 100 personnes et que ces personnes ont en moyenne 100 personnes dans leur réseau, vous faites le calcul, ça me fait 10 000. Si je suis contacté à 2000 personnes et que ces personnes ont 2000 contacts en moyenne dans leur réseau, vous voyez que le champ des possibilités de ma démarche réseau est démultiplié. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la qualité et la quantité, mais il ne faut pas simplement se mettre en relation avec que les personnes que j'ai rencontrées, parce que ça risque de me limiter à la longue. Donc il faut mieux que je me connecte avec des gens qui sont légitimes ou intéressants par rapport à ma démarche de réseau, même si je ne les ai pas rencontrés, parce que je risque de les rencontrer à un moment. Comment est-ce que je présente une demande de contact ou d'entretien à une personne que je ne connais pas?
Alors, toujours, on utilise la recommandation. C'est je prends contact je prends contact avec vous de la part d'Hervé Boblard ou de la part de Paul Dupont. Ça, c'est très important parce que c'est le door opener, c'est ce qui va ouvrir la porte, c'est la clé pour ouvrir la porte. Et ensuite, je reviens à la demande. Il faut que votre demande soit légitime et que la personne puisse répondre justement à la demande que vous lui formulez. Euh, donc évitons pardon, les boulettes, la grosse boulette étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'aimerais vous rencontrer parce que je cherche un job dans votre société. Et là, vous êtes sûr que la personne en face va vous dégager en touche, c'est-à-dire sur la DRH, qui va faire son travail de DRH, c'est-à-dire vous demander un CV. Et là, vous quittez l'autoroute du réseautage, du networking, et vous revenez sur les départementales de la candidature spontanée. Quelle est la meilleure formule ou le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est par téléphone, un déjeuner, un café? Alors, le mieux, c'est d'aller rencontrer la personne sur son lieu de travail. Si cette personne a la chance de ne pas travailler en open space et dans un bureau fermé, c'est d'être en face de lui dans son bureau. Parce qu'on est dans une atmosphère de travail, on est vraiment là pour parler de l'objet de la réunion et du meeting. Voilà, ça c'est vraiment le nec plus ultra, c'est sur le lieu de travail de la personne. Ensuite, c'est moins bien, mais c'est possible, c'est dans un café, pour prendre un café, pour prendre un thé, pour prendre un croissant, un petit déjeuner. Ça, c'est le numéro 2. En numéro 3, c'est le déjeuner. Le déjeuner, c'est vraiment bien quand on est en poste et qu'on n'a pas de temps à consacrer au réseau. Dans ce cas-là, c'est bien de faire des déjeuners. En revanche, quand on est en recherche d'emploi et qu'on va faire des déjeuners réseau, deux inconvénients. Le déjeuner, souvent la personne mange, prend la commande, elle est un peu moins avec vous que quand elle est face à face avec vous dans son bureau. Et l'autre point aussi, c'est que le déjeuner, si vous invitez beaucoup de gens du réseau à déjeuner, à un moment, c'est vous qui allez payer, ça va vous coûter cher. Le pire ensuite, évidemment, c'est le téléphone, parce que dans le téléphone, il n'y a pas le contact physique qui s'établit. Or, pour instituer une relation de confiance ou pour que la personne soit vraiment avec vous et concernée par l'entretien que vous avez avec elle, il faut qu'elle soit en face de vous et physiquement avec vous. Le téléphone, pour ça, est moins efficace. Comment est-ce que je peux me présenter si je suis en situation d'avoir été licenciée et que je suis en recherche d'emploi? Quel est le meilleur moyen de me présenter? Alors déjà, sur LinkedIn, ce qu'on recommande, c'est de toujours garder le plus longtemps possible votre dernier poste et de surtout pas afficher sur LinkedIn que vous êtes en recherche d'emploi parce que ça, c'est un tue l'amour, c'est un tue réseau en recherche d'emploi. En revanche, votre CV, il est clair qu'il faut qu'il soit à jour. Donc, vous avez quitté Thales ou vous avez quitté Total il y a 3 mois. Ben, vous mettez bien que vous avez quitté Total ou Thales il y a 3 mois. Le CV, il est à jour. Mais il faut savoir que le CV, il est diffusé à très peu de personnes. Donc, à la limite, votre vitrine, ça reste LinkedIn. En revanche, quand vous êtes en démarche réseau et que vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes hors poste, il faut pas vous cacher derrière le petit doigt. Donc, il faut bien dire que vous êtes en transition de carrière, que vous êtes en repositionnement professionnel, tous ces mots pour éviter le mot qui tue, chômage, chôme-du, ou comment dire, Pôle emploi, tout ce que vous voulez. Quand est-ce qu'il faut relancer des demandes d'entretien lorsqu'on n'a pas de réponse? Alors, pour vous mettre en contact avec quelqu'un pour obtenir un entretien, il y a deux vecteurs principaux. Le premier, c'est d'envoyer un mail et le deuxième, c'est de téléphoner directement. Si vous envoyez un mail, c'est très important de mettre à la fin de votre mail que si la personne à qui vous proposez ce rendez-vous d'information est d'accord, vous allez l'appeler dans les jours qui suivent, sous 24 heures, sous 48 heures. Ce qui vous permet, vous, de garder la main. Si vous envoyez le mail et que vous n'appelez pas derrière, une fois sur deux, la personne ne vous répondra pas. Et elle ne vous répondra pas parce qu'elle attend que vous l'appeliez. Donc ça, il faut faire ça. En revanche, si vous appelez directement les personnes, le conseil qu'on donne, c'est ne laissez pas de message sur leur messagerie parce qu'ils risquent de ne pas vous rappeler. Rappelez jusqu'à ce que la personne décroche. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'envoyer un SMS et d'appeler derrière. En tout cas, pour quelqu'un qui ne répond pas, on considère qu'il faut rappeler dans les 5 à 7 jours derrière. Et si vraiment elle ne répond pas, il faut en reparler au connecteur en disant
voilà, j'ai appelé la personne que tu m'avais conseillé d'appeler, elle n'a pas répondu, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et là, le connecteur va reprendre la main et vous donner la marche à suivre. Là, j'ai une question qui arrive sur le chat. Comment faire quand son réseau n'a pas de réseau? Eh bien, quand son réseau n'a pas de réseau, il faut passer à l'entretien suivant. C'est-à-dire, la personne en face de vous vous explique qu'elle n'a aucun réseau parce qu'elle revient d'expatriation, parce que elle a eu, je sais pas, elle a eu une période sans être dans le monde professionnel. Ça n'a aucune importance. Eh ben, ça veut dire que cette personne ne va pas vous aider et on va passer à l'entretien suivant. Est-ce que lors d'un entretien réseau, on peut être créatif, c'est-à-dire mener une interview à la Thierry Ardisson, par exemple, être un peu original dans sa manière de mener l'entretien? On peut toujours, mais ça apporte pas forcément grand-chose. Ce qui est très important dans l'entretien réseau, c'est pas forcément que vous soyez créatif, mais que votre interlocuteur en face soit créatif et ait des idées pour vous. Donc ça, je préfère ça. Ce qui est important dans l'entretien réseau, surtout plus que d'être créatif, c'est de donner envie. Moi, ça m'arrive de recevoir des gens qui viennent dans mon bureau pour avoir des conseils, de l'information, tout ce que vous voulez. Ils viennent de la part de gens que je connais et je les reçois parce que quelque part, évidemment, je suis obligé de les recevoir et ça fait partie de mon métier. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui donnent envie et d'autres qui ne donnent pas envie. La personne qui donne envie, elle est sympathique, elle est enthousiaste, elle a de l'énergie. Quand elle présente son projet, on sent que ça va réussir et à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de l'aider. La personne qui donne pas envie, elle est négative. Quand elle présente son projet ou son parcours, c'est un drame absolu. Elle fait la gueule et elle fait comprendre très rapidement qu'elle ne sait pas comment vous pouvez l'aider, etc. Et bizarrement, cette personne, on a beaucoup moins envie de l'aider. Quelle est la durée optimale d'un entretien, que ce soit par téléphone ou en présence? Alors, téléphone, on oublie, hein, on évite les entretiens téléphoniques dans la mesure du possible. Si quelqu'un veut me voir à Bordeaux ou si quelqu'un veut me voir à Toulouse, je vais me déplacer à Toulouse ou à Bordeaux si l'entretien est pour moi important. Sinon, au pire, je peux faire un Skype. Mais vraiment, ce qui est important, c'est déjà un minimum de visualiser la personne avec qui on va discuter. Donc, je reviens sur l'entretien physique. Les entretiens physiques, la moyenne, c'est entre 45 minutes et 1 heure. La plupart des gens vous accordent à peu près 45 minutes, 50 minutes et puis ils débordent sur l'heure. 2 heures, c'est très long et ça veut dire sans doute que la personne n'a rien à faire, donc elle va être bientôt licenciée. 3 heures, vous êtes tombé sur un empathique qui n'a rien à faire de sa journée et qui attend la retraite paisiblement et qui est ravi de rencontrer quelqu'un avec qui il va pouvoir discuter. 30 minutes, c'est très court. 30 minutes, ça peut arriver, mais c'est très court et dans ce cas-là, il faut d'autant mieux se préparer pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Alors justement, avec quoi on vient? Est-ce qu'on vient avec une liste de questions? Est-ce qu'on vient avec son CV? Est-ce qu'on prend des notes pendant un entretien? Alors, boulette numéro 2, arriver à l'entretien réseau avec son CV. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut jamais faire. Donc, le CV, vous ne le mettez même pas dans votre cartable ou dans votre sac. Vous le laissez à la maison dans le coffre-fort. Vous n'y touchez pas. Parce que vous seriez tenté de le donner pendant l'entretien, ce qui est très, très mauvais. Donc, on vient à l'entretien en s'étant préparé, c'est-à-dire on vient avec son carnet, on va prendre des notes pendant l'entretien. C'est de bon ton de prendre des notes pendant un entretien. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est sur le carnet, n'hésitez pas à avoir noté 2-3 questions que vous voudriez poser à la personne, comme ça vous êtes sûr de ne pas les oublier. Mais ce qui est important, surtout, c'est d'arriver avec sa carte de visite, parce que je donne ma carte de visite, comme ça me permet de récupérer la carte de visite de l'autre. Et je reviens avec rien d'autre. Vous pouvez, alors, astuce de balayeur, vous pouvez arriver avec 1 ou 2 articles que vous pensez pouvoir donner à la personne parce que vous savez que cet article que vous avez trouvé dans la Harvard Business Review, avec un peu de chance, elle ne l'a pas lu. Pendant l'entretien, vous lui en parlez, vous repérez que ça l'intéresse et qu'elle ne l'a pas lu. Pourquoi pas lui donner pendant l'entretien? Ça va vous permettre d'équilibrer l'échange et en tout cas lui laisser un petit cadeau, ce qui est toujours apprécié. Est-ce qu'il y a une démarche spécifique de réseau à faire lorsqu'on veut changer de région? Oui, c'est de se déplacer. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque vous allez, par exemple, je suis à Paris et je veux chercher un job à Bordeaux, ce qui est le cas d'un de mes clients actuellement,
il passe tous les mois entre une semaine et 10 jours à Bordeaux. Donc, il organise ses rendez-vous de Paris, il les prépare de Paris, ça peut être par téléphone pour prendre rendez-vous, pour donner l'essentiel de l'information qu'il peut donner. Et à un moment, il groupe ses rendez-vous sur Bordeaux et il va à Bordeaux pour rencontrer le réseau local, puisque le réseau local, a priori, ne se déplace pas à Paris, que c'est à lui de se déplacer. Alors, déjà, c'est aller rencontrer les gens sur place et aussi évidemment se renseigner sur l'écosystème du réseau sur place, la chambre de commerce, est-ce qu'il y a des réseaux, je ne sais pas, d'anciens de votre école où il y a un club des anciens d'HEC ou de Polytechnique, je ne sais quoi, sur place. Donc là, il y a tout ce travail de réseau qu'il faut faire pour se préparer à y aller. Et une fois qu'on y est, on rencontre les gens sur place. Et à l'international, est-ce qu'il y a des différences culturelles à prendre en compte, des codes à respecter? Alors oui, tout à fait. Quand vous réseautez à l'international, il faut vous renseigner. Alors vous avez des bouquins là-dessus sur les règles de savoir-vivre au Japon, en Chine, etc. Aux États-Unis, c'est aussi un peu différent parce que le réseau est sans doute plus facile, mais plus superficiel. Donc c'est vraiment important, grâce à des amis ou grâce à des lectures, à rentrer un peu dans la culture, on va dire business et donc réseau local, pour bien comprendre. Je vous donne juste un exemple sur la Chine. Le réseau en Chine, en France, le réseau, c'est professionnel à professionnel, point barre. En Chine, c'est trois choses. Et on appelle ça le Gansu. Première chose, c'est évidemment professionnel, hein, le réseau de mes clients, de mes fournisseurs, de mes anciens collègues, donc on reste dans cette sphère. Le deuxième élément du réseau en Chine, c'est la famille. Le fait d'appartenir à une famille, le fait d'avoir des cousins, des frères, des sœurs, etc., c'est extrêmement important aussi. Et aussi le politique. Donc là, c'est évidemment, être dans la bonne mouvance politique pour vous servir des réseaux communistes, en fait, du Parti communiste chinois. Voilà. Donc, à chaque pays, ses codes. Et on pourrait parler aussi du Japon, de l'Allemagne, etc. Mais vraiment, renseignez-vous. Il y a comme ça des sociétés internationales qui ont vraiment le code, l'étiquette pays par pays. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'on peut trouver ça sur Internet. Pour faire du réseau sur le web, est-ce qu'il est intéressant d'avoir un blog ou un site internet? Alors, c'est plus pour votre personal branding ou pour votre visibilité sur le net. Aujourd'hui, soyons clairs, le premier outil de visibilité sur le net, c'est votre profil LinkedIn. Donc ça, il faut qu'il soit nickel chrome. Donc je préfère que vous passiez du temps sur votre profil LinkedIn que à faire un blog que vous n'allez pas forcément alimenter ou un site qui va très vite vieillir. En revanche, pour un consultant qui veut communiquer, qui a des choses à dire sur son métier, sur son expertise, etc., évidemment, il faut un site Internet assez simple. Et moi, je conseille d'intégrer dans ce site Internet un blog ou en tout cas un espace de publication pour justement diffuser ces publications. Mais pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi, aujourd'hui, créer un blog ou un site, je pense que ce n'est pas nécessaire, ce serait de la perte de temps inutile. Et dans une recherche d'emploi, on a vraiment besoin d'être efficace dans la gestion de son temps, donc autant se concentrer sur les priorités. Dans la présentation de son profil, comment faire quand on a un parcours un peu atypique, avec des périodes d'activité entrecoupées de recherche d'emploi ou avec une succession de très nombreux employeurs? Comment rendre cohérente et simple la présentation de son profil? Alors, quand on a eu beaucoup d'employeurs, on peut grouper des employeurs. Donc, si vous allez sur mon profil, vous verrez que moi, dans ma première partie de carrière, je suis resté assez peu de temps dans un certain nombre d'employeurs. Et donc, j'ai fait ma première rubrique sur mon profil LinkedIn. Je compacte au moins, je crois, 3 ou 4 employeurs. Voilà, je compacte 3 ou 4 employeurs. Donc, il y a les titres des différentes sociétés. Et je mets les titres que j'ai occupés, les fonctions que j'ai occupées à la suite. Donc, ça me permet de ne pas avoir une liste à la Prévert de différentes fonctions et de faire en sorte que la personne qui vient voir mon profil, si elle va jusqu'au bout de mon profil, c'est-à-dire mes premières années, ne soit pas perdue dans les détails. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, lorsqu'il y a des trous dans la raquette, ce qui est important, c'est d'habiller les trous dans la raquette. Donc, s'il y a eu un trou de 2 ans dans la raquette et que ce trou de 2 ans, vous avez fait le tour du monde, dites-le. Dites que vous avez fait le tour du monde. Alors, enjolivez un peu ce que vous avez fait
dans le Tour du Monde. Si vous avez participé pendant ce Tour du Monde à quelques activités caritatives, etc., bah, mettez-le. Ce qui est important simplement, c'est que votre profil soit cohérent, qu'il vous ressemble et que vous soyez à l'aise avec lui. Et s'il y a certaines personnes qui vous reprochent des petites choses, etc., mais que c'est vous, ben, à un moment, vous ne pouvez pas le cacher, il faut les assumer. Et comment faire un résumé de son profil qui ne soit pas une copie du CV? Alors, ce qui est important déjà dans le résumé du profil, dans la nouvelle ergonomie LinkedIn, c'est de comprendre que les 2 premières lignes de votre résumé sont fondamentales. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle ergonomie LinkedIn, lorsque je vais sur votre profil, que ce soit sur un smartphone ou sur mon ordinateur, je vois en premier évidemment votre photo, votre headline, hein, votre titre, ce que vous avez en haut, votre société actuelle, vos études, et ensuite je vois les 2 premières lignes de votre résumé. Donc déjà, il faut que votre résumé, les 2 premières lignes soient, les Anglais diraient catchy, c'est-à-dire qu'elles vous accrochent. Donc ça, déjà, il faut travailler ces 2 premières lignes, mais avec beaucoup, beaucoup d'attention, et faire en sorte que ces 2 premières lignes fonctionnent pour être lues à la fois sur un ordinateur et sur un smartphone. Pourquoi? Parce que sur un ordinateur, vous aurez droit à, on va dire, peut-être une quarantaine de mots, et sur smartphone, vous avez encore un espace encore plus réduit. Donc, je suis sur votre profil, je vois les premières lignes de votre résumé, il faut déjà que ça me donne envie de voir la suite. Ensuite, votre résumé, il est normalement plus rédigé que sur un CV. Un CV, on est plutôt sur des bullet points et on va être assez factuel. Sur un résumé écrit sur LinkedIn, on peut mettre un peu plus de chair, un peu plus d'humanité et vous aurez toujours les bons mots-clés, mais ça va être habillé d'une façon, on va dire, sans doute un peu plus élégante et j'espère un peu plus lisible et intéressante. Comme alors, le conseil, pardon. Je vais vous donner le conseil qui tue. Mais alors ça, vraiment, ça vaut 15 000 $. C'est quand vous faites votre profil LinkedIn ou quand vous optimisez votre profil LinkedIn, il faut suivre le conseil de Picasso. Picasso disait, les grands artistes copient, les génies pillent. Donc le conseil que je vous donne, quand vous voulez vraiment optimiser votre profil, c'est d'aller chercher des profils LinkedIn très bien faits, par des gens qui font plus ou moins le même métier que vous, qui sont dans le même secteur que vous. Alors, vous pouvez les repérer en anglais, en français, puisque votre profil, normalement, si vous êtes un minimum international, il faut qu'il soit dans les 2 langues. Et moi, je fais cet exercice d'une façon permanente, je regarde mes concurrents, et dès que j'ai une bonne idée, une bonne formulation, etc., je pille. Mon profil en anglais est la somme de pillages que j'ai fait sur des gens qui font mon métier aux États-Unis. Alors, comme toujours dans le sujet du résumé, un autre résumé de soi, c'est la carte de visite. Qu'est-ce qu'on met sur une carte de visite? Alors, si vous êtes encore en poste et vous n'avez pas encore quitté l'entreprise, évidemment, vous utilisez votre carte de visite de la société. Le jour où vous quittez votre entreprise, vous la jetez au panier et surtout, vous ne la donnez pas en la barrant. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, il faut faire une carte de visite spécifique. Et le minimum qu'il faut mettre sur la carte de visite, c'est 3 choses, votre prénom et votre nom, et pas l'inverse. Je voyais des gens qui mettent Baumlard Hervé. Non, ça c'est l'école, ça, c'est pas une carte de visite. Il faut mettre votre portable, pas de numéro fixe, un portable, et votre adresse mail. Et l'adresse mail, c'est pas famille du schmoll à Touanadou. Hein, c'est hervé.baumlard@gmail ou @yahoo. Et attention de ne pas avoir une vieille adresse mail genre Club Internet. Si vous avez une vieille adresse mail avec Club Internet ou, je ne sais pas, des trucs qui n'existent plus, pour être clair, vous passez vraiment pour le ringard de service. Comment s'organiser bien pour ne pas se laisser dévorer son temps par l'utilisation des réseaux sociaux? Alors, justement, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle la cyberglande, où on est tous attaqués par cette maladie absolument dramatique. Où à un moment, c'est amusant de surfer sur LinkedIn et puis même d'aller un peu sur Twitter pour ceux qui aiment bien Twitter. Et très vite, on peut passer énormément de temps là-dessus. Donc ça, ce qui est important à ce niveau-là, c'est vraiment une discipline personnelle. Et moi, le conseil, c'est d'avoir une sorte d'organisateur personnel où j'organise non seulement
mes semaines, donc j'organise mes semaines en début de semaine, toute ma semaine elle est déjà organisée. Je me donne du temps pour faire chaque tâche qui me paraît importante et ensuite évidemment j'organise mes journées. Donc mes journées, si j'ai 2 rendez-vous, je sais que voilà, je me lève à 7 heures, qu'à 8 heures, je me mets sur mon ordinateur pour préparer le premier rendez-vous, etc. Que ensuite, j'ai un déjeuner réseau en plus. À 17 heures, j'ai prévu de me donner 2 heures pour faire mes comptes rendus, mes mails de remerciements, etc. Donc vraiment, j'organise mes journées d'une façon extrêmement précise. Et ça, c'est d'autant plus important que quand on est hors poste, le temps est libre, donc si on n'est pas un minimum organisé, on va perdre énormément de temps. Est-ce que vous avez un exemple de prise de contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pour un rendez-vous réseau dans lequel on va expliquer son objectif, par exemple son projet professionnel? Un exemple très concret. Alors, normalement, un entretien réseau, on est d'accord qu'on passe par la recommandation, c'est-à-dire j'appelle quelqu'un de la part d'eux. Bon, déjà, j'ai beaucoup plus de chances qu'ils me reçoivent parce que je viens de la part de quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, la question, elle est un peu bizarre parce que dans un entretien réseau, à un moment, dans un certain nombre d'entretiens réseau, on va expliquer son projet à la personne en face. Donc, ça fait partie pour moi du pitch. Un entretien réseau, il se découpe de la façon suivante. Je rentre dans le bureau de la personne, elle m'accueille, échauffement social, je rappelle de la part de qui je viens, je valide avec la personne de combien de temps elle dispose pour l'entretien qu'elle m'accorde, et je présente le plan de l'entretien, donc je propose un plan de l'entretien, qui est de dire si vous en êtes d'accord, je vais d'abord me présenter d'une façon très succincte, et ensuite je viendrai au motif de ma demande, tel que formulé au téléphone lorsque je vous ai eu. Donc, je me présente et là, c'est maximum 2 minutes. Donc, c'est mon pitch en 2 minutes pour me présenter. Et dans ma présentation, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je viens de demander. Donc, ça me permet d'être sur ma demande. Et ensuite, c'est à lui de parler. Donc, ça, c'est pour moi, c'est à un moment ou à un autre, dans l'entretien réseau, il faut parler de soi d'une façon très courte, mais très précise. Donc, je suis forcé, de toute manière, quel que soit l'entretien réseau, de donner mon objectif. Du coup, interpeller mon réseau en présentant une demande de conseil ou d'information, est-ce que ça suffit? Alors, ça suffit, sauf que à chaque interlocuteur réseau, il faut que je formate ma demande. Beaucoup de gens pensent que le réseau, il faut toujours faire la même demande. Ben non, à Paul Dupont, je vais lui faire une demande sur son expertise dans un métier que je ne connais pas bien. À Paul Dubois, je vais lui demander qu'il me donne des conseils par rapport à une recherche d'emploi qu'il a menée lui-même avec succès et qu'il a menée à bien il y a 6 mois, puisqu'il a pris un job il y a 6 mois. À Raoul Dugenou, je vais demander peut-être de l'information sur un univers que je ne connais absolument pas parce que je veux changer de métier et que lui fait ce métier-là. Donc vraiment, c'est très très important de formater sa demande à chaque fois en fonction de l'interlocuteur. Et de ne pas arriver auprès de tous les interlocuteurs réseau avec la même demande. Donc je fais du sur-mesure. D'accord. Si les demandes de contact réseau dans sa démarche ne fonctionnent pas, quelles questions on doit se poser? Eh bien, c'est qu'il y a un bug, et le bug, il peut être à tous les niveaux. Donc là, ça vaut le coup d'aller rencontrer quelqu'un qui connaît un peu le réseau, qui l'a déjà utilisé, et de valider avec lui, les différentes phases du réseau. Le bug, il peut être dans votre présentation personnelle, qui n'est pas du tout claire, il peut être dans votre projet, qui n'est pas clair, il peut être dans votre façon de prendre des rendez-vous, parce que vous ne les obtenez pas, donc ça veut dire qu'à un moment, vous ne savez pas comment dire, obtenir les rendez-vous, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le bug, ça peut être que vous sortez des entretiens sans que la personne vous ait donné des contacts, ça veut dire qu'il y a un problème dans la prise de contact ou la demande de contact. Donc des bugs, il peut en avoir des vingtaines ou des trentaines. L'important, c'est de revoir tous les fondamentaux du réseau et de voir là où votre démarche bug. Ça mérite un diagnostic réseau. Dans un de mes livres, je pense qu'à un moment, il y a un des outils, je mets le diagnostic réseau.
Bon, c'est vraiment tout ce qu'il faut vérifier pour voir là où est le bug par rapport à la démarche réseau que vous êtes en train d'effectuer. Comment entretenir son réseau professionnel? Est-ce qu'il y a des outils de gestion de contact, de suivi? Alors, il y a des outils, beaucoup de gens font ça sur, sur Excel. Il y a des gens qui utilisent Excel, d'autres qui continuent d'utiliser Job Finder. Et ils ont utilisé Job Finder pendant leur recherche d'emploi et ils continuent d'utiliser Job Finder dans la version non payante parce que ils n'ont plus besoin d'avoir la version payante, donc ils sont sur la version gratuite et ils continuent d'entretenir leur réseau grâce à cet outil. Et ensuite, vous aurez à peu près tous les cas de figure. Mais plus ça va, plus on arrive quand même à entretenir son réseau sur des outils faits pour ça. Donc l'entretien du réseau sur le carnet, sur le cahier papier quadrillé, ça devient de plus en plus rare. À quel rythme il faut entretenir son réseau? Pardon? À quel rythme faut-il entretenir son réseau? Quand on est en recherche d'emploi, il faut que toutes les personnes que vous ayez rencontrées aient des nouvelles de vous au moins tous les 2 mois, maximum tous les 3 mois. Quand vous êtes en poste, le minimum syndical, c'est 1 fois par an, et vous pouvez faire ça grâce aux vœux. Donc, il faut vraiment utiliser la période des vœux de fin d'année pour entretenir son réseau. Et ça veut dire, c'est envoyer des vœux personnalisés à chaque personne, évidemment, que vous avez, qui a un rôle à jouer dans votre réseau. Les vœux, le mieux, dans la mesure du possible, après ça dépend des métiers, mais c'est plutôt des vœux papier. Mais les vœux électroniques fonctionnent plutôt pas mal. Bon, le minimum syndical, c'est d'envoyer un petit mot sur LinkedIn, mais c'est pas génial. Donc moi, je conseille toujours de préparer ses vœux, sa liste de vœux au mois de juin, de commencer à écrire ses cartes sur la plage au mois de juillet, au mois d'août, de commencer à timbrer les enveloppes en septembre, et puis vous envoyez ça un peu avant les autres, c'est-à-dire à partir du 15 décembre. Comment s'y prendre pour relancer un contact au bout de plusieurs années? Eh bien, il faut simplement le rappeler et bien penser que vous êtes gêné, mais que lui, 9 fois sur 10, sera ravi d'avoir vos nouvelles. Alors si, évidemment, vous avez respecté l'arrêt du jeu, c'est-à-dire le minimum de l'arrêt du jeu, c'est de... Lorsque vous l'avez quitté il y a 3 ans, vous n'êtes pas disputé avec lui, ou vous ne lui avez pas piqué son job. Enfin, il faut quand même qu'il garde un relativement bon souvenir de vous. Mais vous pouvez recontacter des gens 10 ans, 20 ans après, ça ne pose aucun problème. Certes, vous avez besoin d'eux, mais ça vous fait plaisir de les revoir, vous allez le revoir, et rien ne dit que vous ne pouvez pas, vous, en échange, leur rendre un service. Donc le réseau, c'est j'ai besoin de quelqu'un, je vais le contacter. Mais quand je vais discuter avec lui, je vais voir comment moi, de mon côté, je peux lui rendre service. La phrase magique en réseau à la fin d'un entretien, avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, c'est de lui dire « Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et ça, je peux vous dire, ça marche très très bien. Si je vais à un entretien réseau pour une demande de conseil, qui consiste à demander si mes compétences sont transférables dans le domaine d'activité de mon interlocuteur. Est-ce que cette démarche est efficace ou est-ce qu'elle pourrait être assimilée à une recherche de poste? Alors, déjà, vous êtes en recherche de poste dans le réseau, donc c'est clair que vous êtes en recherche de poste, il ne faut pas le cacher. Et donc, la démarche en disant est-ce que mes compétences, à votre avis, sont transférables dans votre secteur, évidemment, c'est une demande qui est tout à fait légitime et qui fonctionne. Que pensez-vous des moyens de réseau du type Meetup, l'adhésion à un club d'affaires ou des soirées réseau, des événements réseau? Est-ce que c'est efficace tout ça? Alors, ça dépend de la personne. Il y a des clubs comme ça d'affaires, ou des clubs, entre guillemets, de rencontres business. Et l'expérience m'a montré que, par exemple, pour des consultants que je côtoie ou que j'ai pu accompagner, il y en a une partie qui trouve ça très très bien. Alors le problème, c'est que souvent il faut se lever tôt et que pour les gens qui ne sont pas très matinaux, ben, c'est difficile. Donc il y a des gens qui adhèrent à ça et qui y trouvent leur compte. Et puis il y a une autre partie des gens qui vont 1 fois, 2 fois et qui arrêtent parce que ça leur convient pas.
Donc, ça dépend de la personne déjà et aussi du type de business qu'on cherche par rapport à l'expertise qu'on met en avant. Mais alors, je rebondis là-dessus. Certaines personnes croient que le networking, c'est d'aller dans des cocktails, c'est de passer sa vie dans des cocktails ou des pince-fesses ou je ne sais quoi, ou des soirées. Non, non, le networking qui fonctionne, c'est le face-à-face. C'est rencontrer des gens face à face. Donc les soirées, les cocktails, les pince-fesses, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de laisser sa carte de visite, de les rappeler et de prendre ensuite des rendez-vous en one-to-one qui vont suivre. Et est-ce qu'il est possible de faire des entretiens réseau à plusieurs personnes qui auraient les mêmes cibles? Alors moi, je vous le déconseille parce que il y en a toujours un qui va tirer la couverture à lui. Et ça peut être frustrant pour la troisième ou la quatrième personne. Donc, dans la mesure du possible, il faut mieux que les entretiens réseau se passent encore en face à face, à 2 personnes, plutôt qu'à 3. Moi, ça m'est arrivé de faire des entretiens réseau à 3, où j'étais juste l'intermédiaire, etc. Et j'ai trouvé que ça faussait un petit peu le jeu. Voilà, s'il n'y a pas le choix, pourquoi pas, mais c'est pas forcément une bonne idée. Si je suis dans une démarche de réseau, est-ce qu'il est possible de dire à la moitié de mon réseau que je suis en transition de carrière et à l'autre moitié que je suis en poste et que je réfléchis? Est-ce que je peux avoir 2 discours différents dans une démarche réseau? Alors, là, les 2 discours différents, ça me paraît un peu bizarre parce que soit vous êtes hors poste, soit vous êtes en poste, et d'avoir 2 discours différents de cette nature me paraît pas là encore une bonne idée. En revanche, si vous avez 2 projets différents, si votre premier projet c'est d'être dans la continuité du CDI que vous venez de quitter, donc j'étais directeur financier dans l'industrie et mon premier projet est de chercher un nouveau poste de directeur financier dans l'industrie et que mon deuxième projet c'est de reprendre une société, donc de me mettre dans une démarche de reprise d'entreprise. À ce moment-là, on peut avoir 2 discours différents, mais le discours différent va être adapté à chaque population. C'est-à-dire, je vais parler de mon premier projet à la population qui est légitime par rapport à mon premier projet, le monde de l'industrie, les recruteurs, les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement. Et je vais parler de mon deuxième projet uniquement à la population légitime sur mon deuxième projet, c'est-à-dire les intermédiaires, les banquiers, les experts comptables, les avocats, enfin, tout l'écosystème de la reprise d'entreprise. À la fin d'un entretien, est-ce qu'on demande clairement des contacts ou est-ce qu'on attend que ça vienne naturellement de l'interlocuteur? Alors, n'oubliez pas que le plus sûr moyen de rien obtenir, c'est de rien demander. Donc, à la fin de l'entretien, si la personne, on arrive vraiment à 5 minutes de la fin, il faut avoir le réflexe d'arrêter l'entretien. Et pour arrêter un entretien 5 minutes avant la fin, on remercie la personne en disant bah, écoutez, chère madame, je vois qu'on arrive bientôt à la fin du délai qu'on s'était donné. Je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir accueilli et de m'avoir donné tous ces bons conseils. Ça va être extrêmement utile dans ma démarche. Et justement, dans cette démarche, est-ce que vous voyez d'autres personnes intéressantes à rencontrer pour continuer à enrichir justement mon information? Et à ce moment-là, donc, vous lui demandez des contacts, soit spontanément, elle peut vous donner des noms. Si spontanément, elle n'arrive pas à vous donner des noms, il faut l'aider. Il faut aider cette personne à vous donner des noms. Et dans ce cas-là, il faut citer des noms d'entreprises. Et vous allez dire, et entre autres, ça m'intéresserait de trouver des contacts chez McKinsey, chez le BCG, chez Bain, etc., etc. Et le fait de citer des entreprises, très souvent, ça permet aux gens de connecter dans la bonne case et de vous citer des noms. Donc, clairement, il faut demander des contacts parce que si vous ne les demandez pas, vous risquez 9 fois sur 10 de sortir sans aucun contact et là, à un moment, le réseau va s'arrêter. Si mon projet professionnel n'est pas clair ou si j'ai 2 projets différents, qu'est-ce que j'écris sur LinkedIn? Alors, il faut mettre sur LinkedIn. Alors, si votre projet n'est pas clair, il faut rester sur ce que vous êtes jusque-là. Vous étiez directeur marketing dans les cosmétiques, alors vous réfléchissez à d'autres choses,
gardez votre profil LinkedIn directeur marketing cosmétique. Hein, commencez pas à dire en recherche d'un nouveau projet, parce que ça, c'est n'importe quoi. Si vous avez deux projets, donc je reprends l'exemple, c'est-à-dire un projet dans la continuité et un projet un peu, on va dire, décalé ou innovant, ou qui fait vraiment une rupture, affichez sur LinkedIn le projet qui est dans la continuité de votre profil. Parce que LinkedIn est aussi un outil pour les recruteurs, et les recruteurs font du copier-coller, donc ils vont vous contacter pour ce que vous avez fait avant. Si vous affichez que vous êtes en reprise d'entreprise, vous n'aurez plus un seul recruteur qui va vous contacter, parce que pour lui, vous êtes sorti du marché, vous êtes dans la reprise, c'est plus son problème. Quand on a fait la VARAP, est-ce qu'on peut l'afficher sur son profil ou sur son CV? Moi, je pense que oui, parce que alors il faut l'afficher comme un membre de la VARAP. Il ne faut pas l'afficher comme j'ai fait la VARAP et ça m'a pris un an de ma vie et c'est devenu mon job pendant un an. Donc il faut mieux mettre la VARAP dans les clubs, par exemple. Vous affichez évidemment vos clubs sur votre profil LinkedIn, donc adhérez et évidemment vous pouvez l'afficher comme quoi vous faites partie du club VARAP. Alors la nouvelle ergonomie de LinkedIn fait que aujourd'hui, lorsque vous allez sur le profil de quelqu'un, c'est vrai que vous avez plus de mal à voir les clubs dans lesquels il est. Ça veut dire simplement que pour voir ces clubs, souvent il faut un peu plus cliquer, il faut aller un peu plus loin. Dans l'ancien profil, c'était plus simple. Mais en tout cas, moi je dis que il faut évidemment afficher votre appartenance au club VARAP dans votre profil. Ça ne pose aucun souci. Une question qui est revenue sur la carte de visite, est-ce qu'il faut indiquer sa profession et avec quel degré de précision? Si vous êtes directeur financier, vous cherchez un poste de directeur financier, vous pouvez mettre tout à fait directeur financier en dessous de votre nom. Si vraiment votre titre, vous cherchez un poste correspondant à votre titre précédent, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire. Une question, à quel moment et comment on décroche un poste grâce au réseau? Alors là, c'est la magie du réseau. C'est magique le réseau, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens déjà qui n'ont aucune raison de vous recevoir, hein, les gens qui n'ont pas le temps de vous recevoir, et bien ils vous reçoivent quand même. Les gens, ils ne vous connaissent pas, ça c'est la deuxième magie du réseau, ils ne vous connaissent pas, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes d'entretien, ils s'intéressent à vous et ils ont envie de vous aider. Deuxième magie. Troisième magie, ces gens qui vous connaissent depuis trois quarts d'heure, une heure, à la fin, ils acceptent de vous ouvrir leur carnet d'adresses, qui est quand même magique, dans un pays éminemment méfiant qu'est la France. Et la dernière magie, c'est qu'au 15e, au 30e, au 25e, peu importe, à un moment, tous les 20 entretiens, il y a quelqu'un qui vous dit, bah, écoutez, vous tombez au bon moment, parce qu'actuellement, dans cette société, on est en train de recruter, et votre profil peut nous intéresser, donc je vais vous faire rencontrer notre direction générale, etc. etc. Je le dis d'autant plus que c'est exactement ce qui m'est arrivé moi quand je suis rentré dans le métier de la placement, où j'étais absolument pas légitime, puisque je venais d'un autre métier qui avait rien à voir avec lui. Et j'ai fait cette démarche réseau, et dans 70 entretiens, je crois que j'ai eu 3 propositions de job, et je sentais, et c'est la même chose pour mes clients aujourd'hui, qu'on passe d'un entretien réseau à un entretien de recrutement par le fait que la personne, au lieu de répondre à vos questions, à un moment, vous pose des questions sur vous, sur vos motivations, et on est sur des questions de recrutement. Donc la grande magie du réseau, c'est qu'il y a un entretien à un moment qui aboutit sur une piste, et si tout va bien, cette piste aboutit sur le bon job. Est-ce qu'il faut expliquer le networking lorsqu'on sollicite son réseau de niveau 1? Pas forcément. Pas forcément. On peut l'expliquer si vraiment on sent qu'en face, la personne ne comprend rien, mais ce n'est pas une nécessité. D'accord. Parce qu'on est dans une demande de conseil, d'avis, quelque chose d'assez naturel en fait. Est-ce que c'est une bonne idée de publier un post sur LinkedIn du type « Cher réseau, connais-tu une start-up dont le fondateur ait besoin d'un bon DG pour structurer sa croissance ?» Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Après, ça dépend de qui vous êtes.
Mais globalement, on peut tenter ça, mais attention aux effets collatéraux. C'est une option. Dans certains cas, là je dirais c'est vraiment du sur-mesure. Dans certains cas, pourquoi pas. Mais je veux bien, dans ce cas-là, avant de dire oui, il faut le faire, je connais le contexte de la personne. Voilà. Dans d'autres cas, je dirais non, il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de Job Finder? Alors, Job Finder, c'est un outil qui a été mis au point par une équipe dont j'ai fait partie. Et on est parti du constat suivant, c'est que les candidats en recherche d'emploi avaient tendance à avoir une organisation un peu dépassée qui était je suis toute ma recherche d'emploi à partir de tableaux Excel. Donc, j'ai des tableaux Excel avec mes rendez-vous, etc. Je fais à côté des comptes rendus de mes entretiens. Donc, ça, je les mets sur un document Word que je mets quelque part. Et que tout ça faisait qu'ils perdaient beaucoup de temps et ce n'était pas très efficace. Donc, on a créé une plateforme sur le web qui permet, sur une seule plateforme, de gérer ses contacts, ses pistes, ses comptes rendus, les documents qu'on envoie à un tel mais pas à l'autre, etc., etc. Donc, tout est tracé. Et d'avoir aussi les liens des contacts entre eux. Donc, je viens de la part d'un tel et un tel m'a connecté à monsieur un tel, etc. D'avoir un peu l'arborescence des contacts. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Ensuite, on a ajouté, et ça, c'est la partie sur laquelle moi je suis intervenu, tous les conseils par rapport à une recherche d'emploi. Donc là, j'ai été puisé dans tous mes livres et dans tous les articles que j'ai pu écrire, des fiches conseils sur comment aborder un cabinet de recrutement, comment mener un entretien de recrutement, les questions difficiles, enfin tout ce qu'on connaît et tout ce que vous connaissez sur la recherche d'emploi, le réseau, les chasseurs de tête, les cabinets, les job boards, etc. Et puis une rubrique outils, où là, c'est par exemple le mail de remerciement après un entretien réseau, le mail d'approche d'un chasseur de tête, le mail pour tenir au courant de ma recherche d'emploi ou du fait que j'ai trouvé un job. Donc plein de modèles qui permettent aux gens qui sont en recherche d'emploi de ne pas réinventer à chaque fois la roue, puisque ces modèles existent et qui peuvent les adapter et les mettre à leur, on va dire, à leur sauce. Et on a fini l'outil, ça c'est le dernier élément de l'outil, le quatrième élément, par les annuaires de chasseurs de tête en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, et puis aussi les annuaires de cabinet de management de transition avec les noms, les coordonnées et les practices des personnes, une sélection de job boards par rapport à ceux qu'on considère comme étant les meilleurs, et puis une sélection d'associations. Parce que voilà, les associations font un super boulot en recherche d'emploi, sont extrêmement utiles. Et évidemment, à la tête des associations qu'on recommande, Yara. J'arrive à la dernière question qui est… Alors, attendez. Hop là. Est-ce que vous avez quelques éléments sur ce qui a changé dans le networking depuis que de plus de monde l'utilise? Alors, ce qui a changé dans le networking, le grand changement du networking depuis que moi j'écris, que j'enseigne dessus, c'est évidemment l'arrivée des réseaux sociaux professionnels et tout particulièrement de la surpuissance aujourd'hui de LinkedIn. Donc ça a évidemment changé la façon dont on fait du réseau, puisque comme je le disais tout à l'heure, on peut maintenant, avant lorsqu'il n'y avait pas LinkedIn et qu'on devait aller voir monsieur Intel chez Arkema, si le gars n'était pas sur le Woozoo et si en plus j'avais même pas le Woozoo, c'était quasiment impossible de savoir qui était ce garçon ou cet homme. Donc j'allais à mon rendez-vous réseau avec 2-3 informations que m'avait donné mon connecteur, mais j'avais aucune information sur mon interlocuteur du jour. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn, je tape son nom sur Google ou sur LinkedIn et j'ai une masse d'informations, au minimum son profil LinkedIn, qui me permet de savoir son parcours, ce qu'il a fait, avec qui il est connecté, le cas échéant ses hobbies, etc., etc. Et ça veut dire que je vais être quand même beaucoup plus à l'aise dans mon rendez-vous réseau. Pour déjà, je vais être préparé un peu à l'interlocuteur. Déjà, quand je vais le voir arriver, je vais le reconnaître parce que j'avais vu sa photo. Et in fine, quand je lui ai demandé des contacts, avec un peu de chance, j'ai eu la possibilité d'aller visiter son carnet d'adresses avant le rendez-vous. Et évidemment, je vais être encore plus percutant et efficace dans ma demande de contact.
Donc l'essentiel vraiment, ce qui a changé, c'est ça. Ensuite, c'est vrai que la démarche s'est optimisée, améliorée, parce qu'on est quelques-uns maintenant à écrire dessus, à faire des recherches sur le réseau. Et tout ça nous a permis d'optimiser les techniques réseau au fil des années. Et c'est traduit par mon premier livre qui s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau, qui a été publié, première édition en 2005. Là, on est à la 6e édition. Et au fil des éditions, c'est vraiment un livre qui s'est optimisé et où j'ai changé même des passages ou des conseils au fil du temps.